qui peut permettre au pétrole de naviguer librement est le bienvenu. Mais il y a une grande réserve. Nous n'aimons pas l'idée d'avoir un péage dans un lieu qui devrait appartenir à nous tous. Alors, ce sont les Iraniens qui fixent le prix. Si ça peut être. En fait, qu'est-ce qui se passe? Il y a des contacts entre l'armateur et le gouvernement iranien, les gardiens de la révolution, enfin le ministère qui s'occupe du pétrole, et ils envoient un prix, un montant. On donne un compte en banque qui peut se trouver par exemple à Oman, où il y a des banques iraniennes. Quand le versement est fait, à ce moment-là, le signal est donné et il y a un agent maritime iranien qui organise les choses pour que le passage se fasse. Donc, le patron de Total a dit qu'il pouvait y avoir un étiage ou une échelle de quoi, de 1 dollar par baril. Alors, oui, le prix maximum qui a été cité, c'est 2 millions par bateau ou 1 dollar par baril de pétrole. Ça peut effectivement aller jusqu'à 2 millions. Donc, quand tu expliques que plusieurs pays payent l'Iran, on te traite de mal informé. Pourtant, tout le monde paye. Des entreprises comme Total, des États. Même ceux sur BFM qui affirmaient encore hier que la France ne paye pas et défend un passage libre, sans frais, voient aujourd'hui leur pays payer. Ils vous mentent en disant que personne ne paye et que l'Iran n'a plus de marine. Pourtant, les faits sont là, visibles, même à travers les images satellites. L'Iran filtre et influence le passage. Aujourd'hui, seuls certains navires sont autorisés à traverser selon les conditions iraniennes. Et beaucoup sont bloqués ou attendent. Tous les pays de l'OTAN ne veulent pas suivre les États-Unis dans cette logique de blocus parce que les États-Unis ne disposent pas des forces nécessaires pour un blocus total du détroit d'Ormuz. Tout ce que Donald Trump annonce n'est que de l'enfumage. Trump peut tenter de bloquer le détroit pour les navires entrant ou sortant des ports iraniens. Mais au final, c'est l'Iran qui décide qui passe. C'est ça l'enjeu, c'est le pouvoir. D'ailleurs, l'armée iranienne affirme qu'aucun commerce ne sera autorisé dans le golfe Persique, le golfe d'Oman et la mer Rouge si le blocus américain est maintenu. À partir du moment où l'Iran fait une telle déclaration, il faut comprendre une chose essentielle. Ce sont eux qui détiennent les clés du détroit d'Ormuz. Mesdames et messieurs, c'est l'Iran qui décide qui traverse ou pas. Fin du débat. Les images satellites montrent qu'en à peine 48 heures après le cessez-le-feu, l'Iran a déjà dégagé ses bunkers, ses silos et ses rampes de lancement. Cela suggère que l'Iran a rapidement restauré une partie importante de ses capacités au point de pouvoir relancer des frappes massives si la guerre reprend, alors même que les stocks d'intercepteurs américains et israéliens s'amenuisent. Nous ne pouvons pas préciser le nombre exact de lanceurs iraniens opérationnels, mais les estimations suggèrent qu'environ la moitié des lanceurs iraniens ont survécu. On note qu'une grande partie de l'infrastructure de missiles iraniens est située dans des régions montagneuses et protégée par des réseaux de tunnels souterrains, ce qui rend difficile sa destruction complète par des frappes conventionnelles. On pense que ces réseaux relient les sites de stockage, les points de lancement et les sorties dissimulées. En d'autres termes, l'Iran est paré pour la guerre. La force unifiée de l'AES est passée d'environ 5 000 à 15 000 hommes en à peine 4 à 5 mois. À ce rythme, atteindre 50 000 voire 100 000 d'ici 2 à 3 ans est possible parce que c'est le véritable bras armé de la Confédération AES. Au-delà des chiffres, c'est une mise en garde directe. L'AES n'est plus un simple regroupement politique ou économique. L'AES dispose désormais d'un bras armé commun opérationnel, capable de mener des opérations conjointes partout dans l'espace confédéral. Cette force aura accès à davantage d'équipements modernes tels que des drones de surveillance et d'attaque, des hélicoptères pour la projection rapide, des véhicules adaptés au terrain désertique, des capacités de renseignement renforcées et des stocks de munitions plus conséquents. Autrement dit, vous avez affaire à une armée plus mobile, plus destructrice, plus réactive et plus efficace. Après avoir chassé Barkhane, MINUSMA, les bases américaines, etc., l'AES a repris le contrôle de sa sécurité. Ils sont prêts à défendre cette souveraineté par la force si nécessaire. L'AES peut désormais projeter de la puissance au-delà de ses frontières si une menace est identifiée. C'est à la fois une déclaration de force, une ligne rouge et une invitation à respecter leur souveraineté. Mesdames et messieurs, le message s'adresse aussi indirectement aux autres pays africains. L'AES nous montre qu'on peut rompre avec l'ancien système et bâtir une défense autonome.
C'est un message indirect à toute l'Afrique. Si à 3, ils ont pu, toute l'Afrique peut. L'Afrique, l'Iran se bat aujourd'hui, demain ce sera peut-être le Niger pour son uranium. L'Iran est l'un des plus armés et le plus structuré du camp de la résistance. S'ils arrivent à le briser, parce que c'est le but, la liste suivante est courte. J'utilise sans cesse leurs méthodes, leur fonctionnement, leur psychologie et la manière dont ils mènent leur guerre. Et je vous le dis clairement, sans ambiguïté, le mode opératoire testé en Libye, en RDC, au Soudan, au Sahel, en Russie, au Venezuela, en Iran et demain peut-être en Corée du Nord ou en Chine sera recyclé partout en Afrique. Le terreau chez nous, c'est pour eux un outil bon marché. Ils sèment le chaos, puis transforment la guerre contre le terreau en business, vente d'armes, bases militaires, contrats de sécurité. L'Afrique saigne parce que c'est rentable. Ils raflent des ressources quasi gratuites tout en trouvant une excuse parfaite pour s'implanter durablement. Malheureusement, sur le continent, très peu de pays fabriquent réellement leurs armes de manière autonome. La plupart se contentent d'assembler, de copier ou d'importer des kits de l'étranger. Seuls quelques États possèdent une industrie de défense relativement développée, mais dans l'ensemble, la production locale reste limitée. La majorité des pays africains importent quasiment 90 à 100% de leur équipement militaire de l'étranger. L'Afrique représente une très faible part du marché mondial des armes, avec une forte dépendance à l'égard de fournisseurs externes. Dans ce contexte, nous n'avons quasiment pas de missiles balistiques, pas de capacité nucléaire et pas d'avions de chasse indigènes au-delà de quelques composantes. Beaucoup achètent, très peu vendent. Et si une guerre généralisée éclate dans cette configuration, comment ça se passerait-il pour nous? Qui y pense réellement? Beaucoup se disent que c'est trop complexe ou trop lointain pour y réfléchir. Mais c'est précisément ce déni qui nous met en danger. Toute la planète s'arme, même le Brésil l'a compris récemment. Se protéger devient une nécessité parce que l'avenir s'annonce sombre. Dans le monde actuel, tout continent ou pays dépourvu d'une capacité militaire dissuasive sérieuse reste une proie facile. L'Afrique est déjà dans le viseur, à la fois pour ses ressources énergétiques et sa position stratégique. Et je vous le dis, l'histoire ne pardonne pas au peuple qui regarde ailleurs pendant que le voisin se fait massacrer. Et c'est ce qui nous saigne en Afrique depuis des décennies. Dans le monde actuel, tout continent ou pays dépourvu d'une capacité militaire dissuasive sérieuse reste une proie facile. L'Afrique est déjà dans le viseur, à la fois pour ses ressources énergétiques et sa position stratégique. Et je vous le dis, l'histoire ne pardonne pas au peuple qui regarde ailleurs pendant que le voisin se fait massacrer. Et c'est ce qui nous saigne en Afrique depuis des décennies.